tous et bienvenue au 5e épisode de 1897, le podcast par les unionistes pour les unionistes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Costas, figure bien connue de la tribune Est. Alors, Costas, bonjour et tout d'abord, bienvenue. Bonjour, mais merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'avoir la chance et l'honneur de participer à ce podcast. Je vais bien, un petit peu fatigué parce qu'on est le lendemain de notre match contre Twente. Fatigué mais heureux. Mais sinon, oui, tout va bien. Merci. Ouais, c'était une belle soirée en tout cas. Ouais. Donc oui, petite précision donc, pour les auditeurs, on enregistre aujourd'hui le lendemain du match contre Twente et donc évidemment le podcast est toujours diffusé un peu plus tard. Écoute Costas, forcément tu es très connu à l'Union, dans la tribune Est. Mais avant de parler, j'irais du côté supporter ou ultra, je voulais peut-être plus aborder ta facette personnelle, voir un peu qui est Costas, qui se cache derrière les grosses lunettes, la barbe et la casquette. Tu peux nous parler un peu de toi, qui tu es, en dehors, je dirais, du cadre de l'Union. Ouais, pas de problème. Voilà, moi c'est Costas. Comme ça peut s'entendre, j'ai des origines grecques, de par ma mère, et origine française de par mon père. Et j'ai tendance à dire que je suis bruxellois d'adoption depuis 1982. Voilà un petit peu l'histoire. En fait, je suis arrivé à Bruxelles quand mes parents ont trouvé du travail à Bruxelles. Alors, avant, on vivait à Paris. Ouais. Et voilà, moi j'ai suivi dans les bagages. Et puis j'ai fait mes études à Bruxelles. À la base, moi dans ma tête, quand j'étais jeune, je pensais pas rester en Belgique. Moi c'était ou bien j'irais en Grèce, ou bien je retournerais en France. Enfin, je savais pas vraiment. Mais voilà, Bruxelles ou la Belgique, j'avais pas un attachement à première vue. Et puis à force, voilà, j'ai fait mes études, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Puis je suis resté à Bruxelles, et puis au milieu de tout ça, j'ai aussi découvert l'Union qui entre autres, m'a beaucoup aidé à me sentir bien à Bruxelles. Et à vraiment intégrer le fait que, même si à la base je suis pas originaire de Bruxelles et que j'ai aucun lien avec la Belgique de par ma famille, c'est quand même un endroit où je me sens bien. Et où je me retrouve, quoi. Et j'avoue que l'Union m'a beaucoup aidé pour ça. Ouais, ce sentiment de faire partie d'une communauté, en fait, c'est ça D'une communauté, mais je dirais encore plus le fait de me dire que oui, je peux me sentir, je peux aussi me sentir bruxellois. Et alors, je mets surtout un point d'honneur à dire que je me sens bruxellois et pas belge. Ouais. Voilà, parce que j'ai mes origines qui sont importantes pour moi, quoi. Surtout du côté de ma maman, mes origines grecques c'est quelque chose qui sont vraiment très importantes pour moi. Et comme je parle pas néerlandais, je dis souvent, non, je suis pas belge, parce que pour moi, être belge, il faudrait au moins parler 2 des 3 langues nationales, et j'en parle qu'une seule. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, le compromis de dire que je suis bruxellois et que cet état d'esprit bruxellois, ce côté un peu zinc où tout le monde se mélange, ça me correspond. Finalement, ça correspond un peu aussi au public de l'Union, c'est aussi un mélange. Exactement. Exactement. Et donc c'est pour ça que je dis que l'Union m'a aidé à me sentir bien à Bruxelles et m'a aidé à revendiquer ce côté bruxellois. Ouais. Et en fait, ton activité à l'Union te prend quand même pas mal de temps, enfin en tout cas par rapport à ton temps libre. Est-ce qu'à côté de ça, quand tu n'es pas à l'Union, quand tu n'es pas au boulot, tu as d'autres passions, d'autres activités, d'autres trucs qui te tiennent à cœur? Oui. Déjà, j'ai 3 filles. Ouais. J'ai 3 filles à élever, donc ça c'est une facette qu'on connaît un petit peu moins quand on me voit qu'à l'Union. Je suis séparé de leur maman, donc c'est une semaine sur 2, mais donc voilà, la semaine où je suis avec mes filles, c'est important de leur consacrer du temps. Tout à fait, malgré tout.
malgré le fait que, comme tu disais, le travail, l'union, etc. Donc bon, c'est pas, je dirais pas que c'est une passion, mais voilà, c'est important dans ma vie. Et sinon, d'autres passions, bah, déjà le football, de manière générale. Bon, alors maintenant, je le pratique plus du tout, quoi, parce que voilà, avec les années, etc., j'ai dû un petit peu mettre de côté mes rêves de footballeur. Mais je continue à faire du sport. Ça aussi, c'est une de mes passions. C'est quelque chose qui me permet de me vider la tête et de me ressourcer. Puis une autre grande passion aussi, c'est la musique. Ok. La musique, mais plus en tant comment dire, que spectateur. Ouais. Je suis pas du tout doué avec un instrument de musique. J'ai déjà essayé quand j'étais jeune, mais pas du tout doué avec un instrument de musique. Mais j'ai une grande passion. Ouais, j'aime beaucoup la musique. J'aime bien aller voir de temps en temps des concerts. Et t'es plutôt quel style de musique? Ah, bah, au niveau des styles, c'est assez étonnant parce que j'ai commencé très 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 rock quand j'étais jeune. J'ai eu une petite période un petit peu, je dirais punk, mais gentille, quoi. Mhm. Et puis surtout, en fait, moi, à l'adolescence, c'était l'explosion du grunge, Ouais. donc les années 90. Et donc ça, c'était vraiment mon truc, quoi. J'ai fait énormément de concerts enfin, à partir du moment où j'avais 15-16 ans jusqu'à 24-25 ans. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts de rock, que ce soit alternatif, du punk rock, etc. Et puis depuis quelques années, j'ai découvert le rap, en fait, Ok. depuis quelques années, parce qu'au niveau du rock à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a plus grand-chose qui me passionne, et surtout ce côté un petit peu vindicatif et le fait de vouloir parler de choses de société, etc. Je trouve que dans le rock à l'heure actuelle, ou en tout cas dans les groupes actuels, ça a disparu. C'est plus devenu de la pop en fait, les groupes actuels. Et je trouve que dans le rap, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bah, le rap a repris un petit peu ce flambeau-là. Et donc en fait, j'arrive à retrouver ce qui me plaisait dans le rock et dans les groupes de musique. J'arrive à le retrouver dans certains types de rap et dans certains rappeurs, quoi. Les côtés où on parle de société, etc., quoi. Et en fait, moi j'avais vraiment un a priori complètement négatif du rap venant de la scène rock. Je me disais, ouais, non, les rappeurs, c'est pas des musiciens, etc., etc. Mais en fait, en m'ouvrant et en découvrant, bah, je me suis rendu compte que c'est un monde hyper large. En fait, c'est comme le rock, quoi, et comme plein d'autres musiques, c'est que c'est très très large. Et en dehors, en fait, des choses qu'on peut entendre à la radio qui sont pas forcément les meilleures choses qu'on entend à la radio, mais ça c'est valable pour beaucoup de types de musique. En dehors de ça, on se rend compte que, oui, en recherchant bien, bah déjà, il y a des gars qui écrivent des textes qui sont assez incroyables. Vraiment, il y a des textes où, si on les sort du contexte du rap et qu'on lit un texte comme ça, bah, c'est de la littérature, quoi. Il y en a certains où vraiment c'est de la littérature. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi, et qui me fait fonctionner un peu mon cerveau, quoi. Voilà un peu mes C'est passions. ta fibre artistique, on va dire. Parce qu'en faisant quelques recherches, j'ai découvert que tu avais participé à une pièce de théâtre qui s'appelle Do You Still Love Me? C'était en 2015, donc ça date déjà un petit peu. Ouais. Et du coup, j'étais intrigué, curieux. Je voulais savoir comment ça s'est fait, dans quel contexte. Est-ce que le théâtre, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, ou alors c'était vraiment un one-shot, on va dire, pour lequel tu avais été demandé? Alors c'est un projet one shot. Il y a eu plusieurs représentations, mais c'est un projet vraiment one shot et qui est vraiment lié au fait, enfin c'est lié à l'union, quoi. Ok. Donc je vais un petit peu expliquer comment ce projet s'est mis en route. En fait, à la base, c'est une metteur en scène d'origine serbe qui s'appelle Sanja Mitrovic, qui est relativement connu dans le théâtre, dans une certaine frange de théâtre un peu
ce qu'on appelle le théâtre contemporain, un petit peu avec un côté un peu intellectuel, etc. Et en fait, elle, son projet, déjà, en fait, c'est quelqu'un qui habite pas loin du parc du Den, du stade. Mais à la base, son projet, c'était pas avec les supporters de l'Union. Elle a fait ça. En fait, c'est un projet qu'elle a fait avec plusieurs supporters, enfin plusieurs groupes de supporters. Et à la base, en fait, son idée, c'est de mettre sur scène 4 supporters, donc des amateurs de théâtre, Ouais, enfin des vrais supporters. ouais, des vrais supporters, Ouais. pas des acteurs, quoi, donc vraiment des amateurs, et 4 acteurs professionnels. Et si tu veux, la pièce de théâtre était montée comme un match de football. C'est-à-dire, au lieu que ça soit des actes, comme c'est en général dans une pièce traditionnelle, il y avait une première mi-temps, une mi-temps et une seconde mi-temps. Donc ça, c'était la façon dont c'était déjà pensé le spectacle. Et sur scène, en fait, il y avait, au départ, quand la pièce commence, visuellement, il y avait un petit peu des bancs, etc., enfin des endroits pour s'asseoir qui étaient placés de chaque côté du plateau. Un peu comme des gradins, en fait. Voilà, exactement, comme des gradins. Et au début, il y avait les acteurs professionnels d'un côté et les supporters de l'autre. Et en fait, toute la trame et de la pièce, en fait, c'est de montrer que ce qui est important, c'est pas le sujet de ta passion, mais ce qui est important, c'est d'être passionné. Et donc, en fait, elle mettait en opposition la passion des acteurs pour leur métier d'acteur et de comédien, et la passion des supporters, avec aussi bien d'un côté que de l'autre les a priori du fait qu'on ne connaît pas le monde de l'autre. Donc d'un côté les acteurs, surtout parce que c'était des acteurs et comédiens qui étaient issus du théâtre contemporain ou de films un peu d'auteurs, etc. Donc un côté un petit peu Très intellectuel. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, soi-disant, les supporters un peu bas d'esprit. Et en fait, toute la trame de l'histoire, c'était vraiment mettre en place, enfin, parler de la passion et montrer en fait qu'entre ces deux groupes, bah, il y avait beaucoup plus de points communs que de différences. Parce qu'au final, ce qui était important, c'était leur amour pour ce qui les passionnait, quoi. Et donc c'est une pièce où nous, les supporters, on parlait vraiment de nos expériences et enfin, aussi bien au niveau du foot, mais aussi nos expériences personnelles, certaines choses de notre histoire, etc., de nos histoires personnelles. Et les acteurs aussi, c'était la même chose, quoi. Donc eux, ils parlaient aussi comment dire, de certaines aventures qui leur est arrivées en tant que comédien, mais également aussi de leur vie personnelle, que ce soit leurs enfants ou des traumatismes d'enfance liés aux parents, etc. Enfin, vraiment toutes les choses qu'on peut traverser dans une vie, quoi. Et ça, c'était le projet, quoi. Et donc, en fait, elle a monté ce projet en France. À la base, ouais, les premiers avec qui elle l'avait fait, c'était en France, c'était avec les supporters du stade de Reims. Elle l'a monté aussi en Hollande avec des supporters du Feyenoord. Et après, bon, comme elle habitait à Bruxelles et tout, elle dit, bon, ben, quand même, j'ai fait ça en France, j'ai fait ça en Hollande, bah, ça serait quand même très chouette que je le fasse chez moi, enfin là où elle habite, quoi, en Belgique. Et à la base, en fait, elle est allée voir des matchs, elle, et aussi les acteurs. Ils sont allés voir des matchs, etc., avant de décider avec quel supporter ils allaient travailler, quoi. Et au final, bah, c'est tombé sur l'Union, quoi. Et en fait, c'était simplement parce que, je sais pas, ils ont senti quelque chose. Mais bon, on parle de ça en 2015. Donc 2015, c'était pas l'Union qu'on connaît maintenant. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça, c'est important de se souvenir en fait que l'Union en question, c'était l'Union de la Détroit un petit peu
un petit peu triste, je dirais. Et en fait, ils étaient venus, si je me souviens bien, un soir de novembre. C'était un match en nocturne, ce qui était rare à l'époque quand on jouait en Détroit. Mais c'était un match en nocturne parce que c'était un match. Je me souviens plus exactement si c'était championnat ou Coupe de Belgique. Enfin, c'était quelque chose d'un peu spécial parce que c'était en nocturne. Et il faisait relativement froid. Mais il y avait quand même une bonne petite ambiance. Bon, on devait être 500 ou 600 dans le stade, mais il y avait une bonne petite ambiance. Et ils ont été marqués par ça. Et c'est comme ça en fait qu'ils nous ont abordés. Et ils ont fait, je dirais pas un casting, mais ils ont invité plusieurs supporters et plusieurs en fait, à la base personnages, visages qui les avaient marqués. Mhm. Et moi, entre autres, ben, ce qui les avait marqués, c'est que déjà à l'époque, moi, j'étais pas officiellement le capot, mais bon, j'étais déjà bien actif. Et ce qui les avait marqués, ben, c'est que j'étais dos au terrain, torse nu, alors qu'on était au mois de novembre, en train de crier avec ma grosse barbe, etc. Et donc ça, je sais que c'est visuellement, la metteur en scène a dit, ouais, mais ouais, je veux ce gars-là, je veux ce gars-là dans ma pièce. Voilà. Et après, bon, bah, elle a pris 3 autres supporters. Et ce qui est en fait aussi très intéressant avec la pièce, c'est que c'est une pièce qui est jouée en 3 langues. Donc qui est jouée en anglais, en français et en néerlandais. Et c'est par rapport à la langue qui est utilisée et par rapport au moment de la pièce et par rapport aux supporters ou à l'acteur. Parce qu'en fait, donc on était 4 de chaque côté, mais la chose à laquelle elle a fait aussi très attention, c'est que chez les acteurs, il y avait 2 néerlandophones, 2 francophones, et même chose chez les supporters, quoi. Donc en fait, elle a vraiment essayé de créer quelque chose très équilibré et qui représente vraiment bien l'Union et la Belgique, quoi, et le monde des supporters. Et donc voilà, ça c'est une pièce qu'on a faite, donc les premières représentations ont eu lieu en 2005, où on avait joué 3 soirs à Bruxelles, un soir à Leuven et un soir à Celt, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, à peu près. Et on a également rejoué en 2016. On a rejoué ça dans le cadre d'un festival de théâtre contemporain où elle était invitée pour présenter une de ses œuvres et elle a choisi donc Do You Still Love Me. Mais comme elle avait 3 versions, bah, il a fallu qu'elle fasse un choix, quelle était la version qu'elle voulait présenter. Et de façon assez naturelle pour elle, ça a été la version avec les supporters de l'Union. Parce qu'effectivement, il y avait eu vraiment une vraie alchimie. Et donc en fait, on s'est retrouvés en 2016 à Berlin, dans un festival de théâtre contemporain, qui après, on l'a appris, et un festival hyper renommé, mais nous, en tant que supporters et amateurs, enfin pas du tout professionnels de théâtre, on y allait un petit peu les mains dans les poches, et en fait en discutant avec Philippe Josette, qui est un acteur qui est décédé, mais qui était un très très grand supporter de l'Union Saint-Gilloise, un petit peu en discutant rapidement avec lui, et on lui a dit, ah bah tiens, on a été invité pour présenter la pièce à Berlin dans le cadre de tel festival. Et il nous a regardé avec des yeux énormes en nous disant, mais vous savez où vous mettez les pieds, les gars? Et nous on était là, bah non, enfin on sait que c'est un festival, on va présenter la pièce. Et il nous a dit, bon bah je vais vous expliquer avec des mots que vous allez pouvoir comprendre. C'est un petit peu comme si vous alliez jouer en Champions League au Nou Camp. Et là, nous, on était là. Ah, ok, d'accord. Mais ça a été une expérience vraiment géniale. Avec, entre autres, après la première représentation, il y avait une séance de questions-réponses avec le public qui avait regardé.
Et en fait, toute la séance de questions-réponses du public, c'était des questions à nous, les supporters, les acteurs, ils s'en fichaient un peu. Et en fait, beaucoup de spectateurs pensaient qu'on était des acteurs qui étaient juste en train de jouer le fait d'être des supporters. On leur disait, ben non, pas du tout. Et en fait, ils ont été vachement impressionnés, bon, déjà, de la pièce, qui effectivement est bien, bien faite, bien montée. Et ils ont beaucoup adoré. Et plein de gens arrivaient en nous disant, en tout cas, nous, en tant que spectateurs et amateurs de théâtre contemporain, à la base, le football, on s'en fiche un petit peu. Mais en fait, vous avez l'air tellement passionné et votre club a l'air tellement chouette que ça donne envie de venir voir l'Union. Et si un jour on a l'occasion de venir voir l'Union, on n'hésitera pas à le faire. Et nous, c'était un petit peu notre victoire parce que la chose qu'on s'est dit, les quatre supporters, la chose qu'on s'est dit quand on a accepté, parce qu'on a beaucoup réfléchi avant d'accepter la proposition, quand on a accepté, on s'est dit, on le fait pas pour nous, on le fait pour mettre l'Union en avant, parce que c'était en 2015, il faut vraiment remettre... se remettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, l'Union n'était pas vraiment connue, et nous, c'était un petit peu notre petite pierre qu'on pouvait amener en tant que supporter et dire, voilà, mettre en avant notre club. Et on se disait, tiens, si on peut parler un petit peu de notre club. Et donc, nous, c'est vraiment notre état d'esprit quand on a fait ça. On l'a vraiment fait en se disant, on va parler de notre club, etc. Voilà, le projet en question. C'est surprenant et intéressant en même temps. Et du coup, ça t'a pas donné envie de continuer à faire un peu de théâtre ou... C'était juste une expérience, c'était lié à l'Union, mais ça t'a pas développé chez toi une fibre en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement... L'expérience était tellement incroyable, avec des moyens techniques quand même assez importants, parce que sur scène, donc, on était nous, mais en même temps, il y avait deux caméras qui étaient sur... deux caméras, en fait, qu'on utilisait aussi parce qu'il y avait notre jeu d'acteur, mais en même temps, il y avait un écran derrière, et donc il y avait certaines scènes qui étaient jouées, mais en même temps projetées. On était tous avec des micros sans fil, avec... donc, quand moi, par exemple, j'avais mes parties en français, il y avait un surtitrage en anglais, néerlandais qui était projeté. Enfin, vraiment, pour notre première expérience, on a connu vraiment le théâtre pro. Ouais. Et donc moi, en fait, j'ai eu mon côté un peu diva qui a dit, non, ça m'intéresse pas d'aller faire du théâtre. Oui, si c'est pour redescendre de catégorie. Si tu avais joué en Champions League, voilà. On dit va rejouer en D2, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai dit non, alors après ça, j'ai fait un petit peu aussi d'impro. D'impro style ce qu'on appelle l'impro canadienne, donc l'impro qu'on a un petit peu en tête tous, donc la patinoire avec deux équipes et tout. Donc j'ai fait un petit peu ça pendant 1 an et demi, puis après le Covid est arrivé, on a dû arrêter les répétitions, etc. Et puis la vie a fait que j'ai pas continué. Mais donc j'ai eu j'ai eu cette expérience de théâtre, j'ai fait un peu d'impro, mais sinon non, rien au niveau de... Enfin, ça m'a pas fait découvrir quelque chose. C'était pas une révélation. Non. Donc tu disais que tu es arrivé, donc tu n'es pas né à Bruxelles, tu es arrivé un peu plus tard avec tes parents. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as mis les pieds dans le stade de l'Union? Est-ce que tu peux expliquer aussi, déjà, c'était quand, tu avais quel âge, et c'était quoi le contexte? Comment t'es arrivé là? Est-ce que c'est quelqu'un, un copain qui t'a fait découvrir, ou comment c'est arrivé en fait? Alors je m'en souviens relativement facilement parce que j'étais pas très jeune. Déjà, en fait, la première fois que je suis allé à l'Union, ça devait être en 2003, je pense. 2003, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc quand j'étais encore... j'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant à l'époque. Et en fait, moi à la base, en fait,
je suis supporter de foot. Enfin, j'ai toujours été passionné de foot, etc. Mais je suis supporter d'une équipe grecque, quoi, de l'AEK Athènes. Et en fait, je suivais beaucoup. J'allais voir des matchs quand ils jouaient en Coupe d'Europe ou quand j'avais la possibilité de descendre en Grèce pour aller voir des matchs. J'allais voir des matchs. Donc, dès que je pouvais voir des matchs, j'y allais. Mais à un moment dans ma vie, voilà, il est arrivé, enfin c'est arrivé que je pouvais plus y aller aussi souvent. Donc bah, j'ai arrêté d'aller dans des stades de foot, etc. Mais à un moment, cette ambiance de stade de foot a commencé à me manquer. Et c'est là que sont intervenus deux copains d'enfance, deux gars avec qui j'étais à l'école, deux Italiens, qui me disaient, ils m'en avaient déjà parlé, mais là ils sont revenus à la charge en me disant mais viens voir un match de l'Union avec nous, tu vas voir, tu vas adorer, tu vas aimer, etc. Et moi je leur ai dit mais les gars, le football en Belgique, il n'y a pas de passion. Enfin j'étais un petit peu avec mes préjugés. Et je disais mais jamais je retrouverai le côté vraiment émotion et passion qu'il y a dans la façon de supporter en Grèce. Et tous les deux, ils sont venus avec un argument imparable. Ils m'ont dit, mais écoute, nous, on est italiens, tu sais très bien qu'on est supporters de nos équipes en Italie. Et on trouve notre plaisir à l'Union. Donc, fais-nous confiance, viens au moins une fois, quoi. Et en fait, ces deux gars font partie des gars qui ont créé les Boys en 2001. Ils font partie comme expliquait Fabrizio dans un épisode précédent, il avait expliqué qu'il y avait une ancienne génération qui était ensemble, qui était le ski et le side, et une jeune génération qui arrivait et qui a proposé de fusionner pour créer les Boys. Ah ben, eux, ils faisaient partie des jeunes en question, quoi. Des deux petits jeunes. D'ailleurs, la première Bash Boys historique, etc., elle a été peinte entre autres par mes potes, dans le garage des parents d'un des deux à Overijse, le garage où moi j'étais déjà allé, mais pas dans ce cadre-là, quoi. Et donc en fait un jour j'ai craqué, je leur ai dit bon bah voilà, ce week-end j'ai rien à faire, dimanche, enfin quand est-ce que vous jouez? Ah bah tiens, on joue dimanche et tout. Mais bon, c'est pas un match à domicile, c'est un match en déplacement. Mais tu vas voir, en déplacement c'est encore mieux. J'ai dit, bon, bah, ok, allons-y en déplacement. Déplacement à l'époque, on parle de ça, c'était la D3 début des années. Avec 2006, je dirais, ouais, non, pas 2006, 2003, donc début des années 2000. D3, déplacement, bah, c'était aller à 10 games, quoi. Ça, c'était un déplacement. Ouais. Et donc, bah, je les retrouve au point de rendez-vous, etc. Et ils me disent, bon, bah, on fait un déplacement. À l'époque, c'était... on pouvait y aller de façon tout à fait libre, comme on voulait, mais les boys, déjà, à l'époque, faisaient des bus, quoi. Sauf qu'à l'époque, bah, les bus en question, c'était des bus de 20-25 places, quoi. En fait, en gros, des grosses camionnettes, mais on appelait ça un bus. Et donc, je suis arrivé là, rendez-vous, démarrage pour aller à 10 games. Mais donc, déjà, bah, au lieu d'aller directement à 10 games, pour avoir vraiment l'impression de faire un déplacement, bah, on a fait un tour complet du ring, quoi. Alors qu'on démarrait de la place de Luxembourg. Place de Luxembourg, 10 games, un dimanche après-midi, normalement, en 15-20 minutes, ouais. C'était réglé. Bah, là, ce jour-là, on a mis 1h15 parce qu'on a dit, bah, on va faire tout le tour du ring avant d'y aller. Et donc, voilà, déjà, cet état d'esprit-là, je me suis dit, il y a un côté sympathique. Et puis, je voyais que c'était ambiance et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai bien aimé. Et puis après, pendant quelques temps, bah, je suis plus du tout retourné à l'Union parce que pendant 2 ans, j'ai vécu en dehors de Bruxelles. Donc c'était court. Enfin, ça me revenait plus. Et quand j'ai réaménagé à Bruxelles, j'ai réaménagé pas trop loin du stade. 5 minutes en voiture du stade.
Et donc, comme à l'époque on jouait à domicile, on jouait le dimanche, un dimanche comme ça de nouveau, je me dis tiens, j'ai rien à faire, je vais y aller quoi. Et là c'était la première fois où je suis allé dans le stade. Et là j'ai eu waouh, waouh, j'ai eu ouais, un coup de foudre, vraiment. Vraiment un coup de foudre. Et pourtant, c'était le stade, c'était vide à l'intérieur. Hein. C'était pas comme c'était maintenant. Derrière les buts, les tribunes, elles avaient pas été rénovées Oui, encore. il y avait plein de réserves qui Voilà. poussaient entre les. Exactement. Entre les Mais malgré tout, je sais pas, j'ai vu cette façade, j'ai vu ce stade. Je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que, ouais, je me suis dit, waouh, je suis chez moi ici. Donc il y a ça, et puis bon, l'ambiance était chouette. Et en plus, en fait, moi, à force de gratter, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de points communs entre l'équipe que je supporte à la base, la EK Athènes, et l'Union Saint-Gilloise, quoi. Donc même historiquement, que ce soit au niveau des supporters, les couleurs, quoi. Donc l'Union joue en jaune et bleu, mais l'AEK joue en jaune et noir. Au niveau des stades, c'est aussi dans des quartiers. Le stade est construit. Le stade de l'AEK Athènes, il est construit. C'est un quartier un petit peu comme à Forêt. Ouais. C'est-à-dire, c'est une zone où il y a plein de gens qui habitent. Et d'un seul coup, tu es en train de te promener dans des petites rues où il y a des habitations, et d'un seul coup, boum, il y a un stade qui te... Et voilà, j'arrive à l'Union, je vois le stade Marien, je dis, tiens, le stade de la EK d'Athènes, il y a une partie des tribunes qui est aussi collée à un parc avec des bois et tout. Je me suis dit, ouais, ça commence à faire beaucoup de points communs, quoi. Et en plus, le E, dans AEK Athènes, le E en grec, ça veut dire union. Ok. Et je me suis dit, bon, ouais, je peux pas. Enfin voilà. En plus, moi, je suis un petit peu superstitieux, les signes, etc. C'est quelque chose auquel je fais un petit peu attention. Et là, j'ai dit, non, c'est trop. C'est trop. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à accrocher à l'Union et que j'ai commencé à venir de façon un petit peu plus régulière, etc. Au début, en tant que sympathisant de l'Union, pas vraiment boys, parce que j'avais cette historique. En Grèce, on fait attention, les groupes de supporters, on sait qu'on ne rentre pas comme ça dedans, quoi. Donc moi, j'avais toujours ce truc où j'étais un petit peu en retrait, où j'étais intégré quand même parce que j'avais mes amis qui, eux, faisaient partie des boys. Mais au début, en retrait, puis c'est juste petit à petit que je me suis rapproché, quoi. Voilà, et depuis, ça fait 20 ans maintenant que je suis supporter de l'Union, et vraiment un fervent supporter de l'Union. Voilà, à la base, le hasard, mais c'est même pas le fait que l'Union fonctionnait bien sportivement qui m'a attiré. J'aimais bien, même au contraire, j'aimais bien ce côté un petit peu underdog, comme on dit. Ouais. Ouais, J'aimais bien ça. C'est parce que l'équipe que je supporte en Grèce est aussi comme ça. C'est la troisième équipe d'Athènes au niveau importance, quoi. Et donc voilà. Ouais, c'est pas les plus gros. Quoi. Ouais. Non, c'est pas les plus gros, mais c'est la passion. Enfin voilà quoi. Ouais. Donc au début, tu étais sympathisant, tu connaissais des gens qui faisaient partie des boys. Comment s'est fait tout ton parcours pour arriver là où tu es maintenant? Enfin, tu peux peut-être aussi un peu expliquer justement quel est ton rôle aujourd'hui, enfin, comment ça fonctionne comment s'est fait cette évolution, voilà, comme de sympathisant de l'Union pour arriver finalement à être quand même la figure emblématique des boys. Sympathisant, ouais, comme tu dis au début, sympathisant. Ça se fait de façon, je dirais, progressive. Moi je dis il faut avoir de la patience. C'est pas comme ça, tu débarques pas du jour au lendemain en disant coucou, c'est moi que vous attendiez depuis tout ce temps. Donc en fait au début j'ai commencé à aller beaucoup plus au match.
Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, au début, tu commences à te rapprocher petit à petit du groupe, et puis tu commences à parler un petit peu avec des gens. Et puis aussi, les boys qu'on fait, on participe souvent, à l'intersaison, avec les amitiés qu'on a, on participe à des tournois de foot entre supporters. Et comme ça, moi, je suis allé jouer une première fois avec l'équipe des boys, et là, j'ai vraiment commencé vraiment à découvrir les gars, parce que voilà, tu passes toute une journée ensemble, à discuter, à jouer au foot, à rigoler, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer dans le groupe. Et puis faire des déplacements, etc. Et alors vraiment, le moment, je dirais, clé qui a fait, où je suis vraiment passé d'un boys, je dirais, un boys normal à un boys un peu plus impliqué dans la vie du groupe, c'est en 2016. Et de nouveau, ça correspond un petit peu à la pièce de théâtre dont on a parlé avant, quoi. Et donc en 2016, on fêtait les 15 ans des Boys. On jouait au Roi Baudouin à l'époque. Donc c'était un petit peu tristounet, etc. Et ça faisait quand même quelques temps que les Boys n'avaient pas sorti du merchandising, des écharpes, des t-shirts, etc. Parce qu'à l'époque, contrairement à maintenant, on était beaucoup moins structuré sur ça. On sortait un truc tous les 3 ans, quoi. Et moi, pour les 15 ans des Boys, j'ai dit, je veux sortir une écharpe. Et donc, je me suis occupé de sortir cette écharpe, de faire un projet, etc. C'est un projet, en fait, que j'ai vraiment pris sur moi et que j'ai financé personnellement, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de fonds de caisse, etc. quoi. Enfin, on était vraiment un tout petit groupe, quoi. Et donc, moi, j'ai pris sur mes économies pour acheter les écharpes en question avant de les revendre, parce que voilà, il fallait payer le fournisseur. Et avec l'inquiétude en plus, le fournisseur, c'est un gars que j'ai trouvé sur Internet et tout, donc avec l'incertitude de, tiens, est-ce qu'elles vont vraiment arriver, ces écharpes? Au final, elles sont arrivées. Ça a été un succès, et c'est vraiment le point de départ je dirais de tout le visuel et du merchandising qu'on peut voir maintenant des Boys. C'est vraiment ça, c'est vraiment le point de départ, parce que donc j'ai fait ces écharpes-là, et avec l'argent qu'on a récolté, on a fait un premier sweatshirt, et puis après on a commencé à sortir des bonnets, et puis après on a commencé à sortir des t-shirts, des autocollants, etc., etc. Et de fil en aiguille, en fait, ça a permis, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, de pouvoir, de façon régulière, à chaque match à domicile, avoir une table où on vend tout ce qui est nos goodies, notre merchandising, qui nous permet, cet argent qui nous permet ensuite de pouvoir payer des nouveaux drapeaux, des mégaphones, enfin tout ce qui est utile pour le fonctionnement du groupe, qui nous permet aussi, par exemple, quand on fait des déplacements où on n'a pas assez de personnes par rapport au montant, on dit que c'est la caisse qui prend en charge, etc. Donc, parce que nous, on essaye toujours, dans la mesure de possible, de faire des prix qu'on estime raisonnables au niveau des bus. Même si, par exemple, en Belgique, on demande 15 € pour pouvoir monter dans le bus. Mais parfois, si on devait diviser de façon... Oui, ça coûterait plus. Ah ça oui. coûte plus, en fait. Exactement. Le coût réel est plus élevé que le prix qui est demandé. Exactement. Mais nous, on a décidé que on veut continuer à ce que ça soit 15 € pour que ça soit un prix qui soit encore acceptable pour les gens, et essayer en fait de pouvoir... proposer à un maximum de personnes de venir avec nous, d'accompagner les joueurs, quoi. Ouais. Et donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire mon trou, donc au début en tant que responsable de tout ce matériel, et donc forcément de la comptabilité qui est liée à ça.
Et étant donné que dans le cadre de mes activités professionnelles, je travaille aussi un petit peu dans la comptabilité, donc c'est quelque chose qui m'est pas inconnu. Gérer des budgets, faire attention, etc. C'est quelque chose que je fais, quoi. Donc voilà, quoi. Disons à la base, quand j'ai commencé vraiment à devenir actif et quelqu'un d'important, ça se voyait pas en tribune. Mhm. Mais mon travail derrière, au niveau du groupe, était déjà bien présent, quoi. Et c'est seulement après que j'ai commencé, déjà comme j'étais à tous les matchs, et que moi, ma façon de voir les choses, c'est si tu es là pour voir ton équipe, c'est aussi pour la soutenir. Parce que moi, ma vision du supporterisme, c'est plus d'être un acteur qu'un spectateur, quoi. Voilà, c'est la vision que j'ai du football, et ça découle de mes origines et de ma passion du foot via la Grèce. Parce qu'en Grèce ou dans la Méditerranée, c'est souvent comme ça, quoi. En tout cas, si tu décides vraiment de t'investir. Et donc, j'étais déjà là. Et petit à petit, comme j'ai quand même une grosse voix, j'ai commencé à lancer un ou deux chants, mais c'était vraiment de façon très sporadique. Ouais, Donc c'était ouais. un chant qui était, c'est le chant de Costa, comme un autre chant, ça peut être le chant d'un tel, etc., etc. Et donc les gens ont commencé à me voir et à comprendre, quoi, qui j'étais. Et puis alors après, je suis devenu, entre guillemets, le backup des gars qui étaient les capots à l'époque, quoi. Mhm. J'étais leur backup. C'est-à-dire que quand les fois où ils pouvaient éventuellement ne pas être présents, et si moi j'étais présent, c'était moi qui reprenais le flambeau. Mais toujours dans cette optique en disant, voilà, moi c'est juste de façon sporadique, c'est pas moi le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est un tel et un tel. Simplement, ils sont pas là aujourd'hui, mais donc je vais prendre le rôle. Et à chaque fois, quand eux, ils étaient là, moi je redevenais un second couteau, et ça me dérangeait pas du tout, quoi. Et il y a quoi maintenant, je pense que maintenant ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Dylan, donc qui était l'ancien capot, a commencé à travailler pour l'Union, entre autres comme c'est lui qui gère le clubhouse. Ouais. Voilà, Ouais. exactement. Et donc comme il gérait le clubhouse, etc., il pouvait plus. Il pouvait plus, déjà parce qu'il n'avait pas le temps, et puis parce qu'en plus, il y a un conflit d'intérêts, Mhm. je dirais. D'un Ouais. côté, travailler pour le club, et d'un autre côté, représenter un groupe de supporters du club. Et nous, surtout, en fait, on a toujours voulu avoir notre indépendance vis-à-vis du club, quoi. Et donc, c'est comme ça que, assez naturellement, il a dit, non, moi, j'arrête. Bon, en plus, il commençait à fonder sa famille, etc. Donc, il avait moins de temps. Et c'est moi qui ai repris à ce moment-là. Et moi, ça correspondait aussi à une période de ma vie, d'un point de vue privé, où j'avais un peu plus de temps, suite à la séparation avec la mère de mes filles, quoi. Donc j'avais beaucoup plus de temps. Une semaine sur deux, j'étais seul. Donc j'avais plus de temps à investir en dehors des matchs, mais surtout les jours de match, quand j'avais pas mes filles, il n'y avait pas de problème, quoi. Enfin, j'avais plus besoin de négocier avec mon ex-femme, quoi. Et puis en plus, moi, ça m'a beaucoup aidé de garder ce lien avec la communauté, avec les amis. Ça m'a aidé à passer l'étape de ma séparation. Et donc c'est entre autres comme ça Ok. que je suis devenu la figure référente des boys et de la tribune, quoi. Est-ce qu'il y a, je dirais, dans un groupe de supporters comme les Boys, est-ce qu'il y a une espèce de forme de hiérarchie ou pas? Ou, par exemple, j'imagine un jeune qui arrive, qui dit tiens, je veux faire partie des Boys. En gros, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une espèce de parcours initiatique? Est-ce qu'il y a
Voilà, une question que je me posais, est-ce qu'il y a une forme d'organisation quelque part outre le fait qu'il y ait, comme dans chaque club de supporters, un trésorier, enfin, je dirais les fonctions habituelles, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a une espèce de hiérarchie en fait? Alors à la base, on n'avait pas du tout de hiérarchie. Historiquement, quand moi j'ai connu quand les boys et que je suis arrivé, ça a toujours été le fonctionnement du groupe, c'était un fonctionnement très anarchique dans le sens pas de chef, machin et tout, mais ça correspondait à une époque qui était différente parce que déjà, ceux qui ont créé, les anciens, etc., c'était des gens ouais, de milieux un peu alternatifs, que ce soit musicien ou bien metteur en scène comme Fabrizio, parce que Fabrizio fait partie des créateurs, ne l'oublions pas. Et aussi un milieu un petit peu, je dirais, allez, de gauche, on va dire, même si j'aime pas trop utiliser des marqueurs politiques à connotation politique, mais de gauche dans le sens, ouais, enfin anarchique, c'est-à-dire, ouais, tout le monde est le bienvenu, machin et tout. Ouais. Ouverture sur l'autre. Voilà, d'ouverture sur l'autre. Mais depuis le succès, alors on est toujours ouvert à la base, mais forcément on a dû rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus formaté, d'un petit peu plus contrôlé, je dirais, mais ça c'est par la force des choses. Et donc effectivement il y a une espèce de parcours initiatique, je dirais, mais pas comme on pourrait l'imaginer, par exemple, les baptêmes dans les cercles étudiants. C'est pas ça. C'est plus une forme de parrainage, on dirait est-ce qu'il faut déjà être parrainé par quelqu'un qui est déjà à l'intérieur pour rentrer en fait? Non, il faut pas forcément parrainer, mais c'est vrai que la plupart du temps, souvent, c'est via, c'est un ami. Ouais. Alors, où il y a ça, ou bien alors il y a je connais 2-3 personnes, ouais, 2-3 exemples là, que j'ai en tête, de gens qui sont arrivés comme ça, sans connaître spécialement quelqu'un, mais de par leurs actes, je dirais, ils ont fait leur trou. Un petit peu comme moi j'ai fait, tout simplement, quoi. Et en fait c'est ça, c'est au début, moi la chose à laquelle je fais très attention, même si ça se voit pas, je regarde un petit peu comment la personne aborde le groupe. Si c'est quelqu'un qui arrive comme ça du jour au lendemain et qui est un petit peu fait comme si ouais, c'est le Messie, quoi, on attendait que lui, ça part déjà mal, quoi. Pour moi. Ouais. Moi, je préfère quelqu'un qui arrive de façon beaucoup plus humble et profil bas. Voilà, Ouais. exactement. Et qui va dire, ah tiens, est-ce que je peux t'aider à faire ça aussi? Est-ce que je peux t'aider à faire cela? Et donc qui s'implique un petit peu, petit à petit, mais toujours en faisant sa place, mais de façon naturelle. Et en fait, pour moi, c'est juste une question d'éducation. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on débarque pas comme ça dans quelque chose qui est déjà fixe en disant boum, en poussant la porte, en disant coucou, c'est moi. Non, on fait pas ça dans la vie de tous les jours. Et donc, je trouve que c'est normal que ça se passe aussi comme ça en tribune. En fait, le monde du football et les tribunes, c'est un reflet de la société dans laquelle on vit. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, les codes qui peuvent exister en société, pour moi, doivent aussi exister, mais toujours en ayant cet état d'esprit ouvert sur l'autre, pas juger, par exemple, chez les boys, même si on s'appelle boys, on a des femmes qui sont là et qui sont parfaitement intégrées et qui sont parfaitement tout aussi impliquées que certains garçons, voire même plus, et pourtant de façon très discrète. On a des gens de n'importe quelle nationalité. Enfin voilà, je veux dire, on s'en fiche. À partir du moment où tu viens avec une envie de participer et de donner un petit peu de ton temps et d'être là, et que quand tu es là avec nous pour voir un match ou quoi, tu es là pour chanter,
Ou bien alors quand on dit, bah, tiens, tel match, on prévoit éventuellement de faire une animation, et ben, si tu es déjà un petit peu intégré dans le groupe, commencer à venir aux ateliers peinture. Toutes ces petites choses-là, ou bien quand bah, ça nous arrive de nous retrouver au clubhouse des jours complètement en dehors de match, ben, si quelqu'un a envie de commencer à rencontrer les boys, bah, commencer à venir dans ce genre d'occasion. Ouais. Chose, bon, évidemment, on ne le chante pas sur tous les toits que, ah tiens, tel jour on va se retrouver. Mais quelqu'un, en fait, qui a envie, moi je dis toujours, quelqu'un qui a vraiment envie de rentrer dans les boys, il trouvera le moyen. Ouais. Il trouvera le moyen à partir du moment où il arrive respectueux et avec l'envie de montrer quelque chose. Et puis surtout, une des choses essentielles pour moi, pour pouvoir vraiment s'intégrer à un moment, c'est commencer à faire des matchs en déplacement. Des matchs en déplacement, et en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans les bus, c'est là que se passent tous les échanges. Parce qu'en fait, on se retrouve dans un bus, parfois avec des gens où on ne connaît pas, parfois on arrive avec un copain, et on est avec 48 autres personnes qu'on ne connaît pas. Mais comme il y a toujours cette bienveillance de notre part, forcément tu commences à discuter, tu commences à avoir des liens. Et déjà, en fait, le fait qu'on commence au niveau des boys et du groupe, je parle toujours du noyau, parce que effectivement, t'as des gens qui sont sympathisants boys, mais t'as quand même toujours un noyau, comme dans la plupart des groupes de supporters, c'est souvent comme ça. Mais à partir du moment où le noyau commence à te voir souvent, on commence à reconnaître ta tête, on commence à te dire bonjour, tu commences à dire bonjour. C'est déjà une première étape. Et en fait, c'est toutes des petites étapes comme ça, qui se rajoutent les unes aux autres. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment, d'un point de vue formel, une façon un parcours du combattant à suivre, mais c'est toutes des petites étapes qui, ajoutées les unes aux autres, font que tu vas t'intégrer dans le groupe. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu comme ça se passe dans la vie. Dans chaque groupe, chaque communauté, finalement. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Bon, si on regarde les 3 dernières années, je pense que le nombre de supporters présents dans la tribune, il a explosé. Hein. Tu parlais tout à l'heure de matchs où vous étiez 500, je pense que là on a fait plus que x10. Ouais. Du coup, pour vous aussi, quelque part, c'est intégrer pas mal de nouvelles personnes dans la tribune Est. J'imagine que ça se fait pas... c'est peut-être pas toujours facile. Est-ce qu'il y a une forme de contrôle social ou de garde-fou, parce que forcément le succès amène plein de gens. Je dirais pour la toute grande majorité des gens qui ont l'esprit de l'union et qui ont des bonnes intentions, mais c'est évidemment pas toujours le cas. Comment ça se passe ? Alors, ça a été assez compliqué parce que faut pas oublier en fait que le succès de l'union, ça a commencé vraiment aussi avec la période Covid. Et donc, on n'était pas dans le stade au moment du succès. Et quand on a pu revenir au stade, nous les boys entre autres, on est passé de avant Covid où il y avait un petit peu de succès, mais quand il y avait un peu de succès ou un peu de monde, il y avait 1500, 2000 personnes, grand maximum, mais ça c'était vraiment quand il y avait... on passe de ça à, comme tu dis, gérer un stade complet. Ouais. Donc ouais, ça a été un peu... Parfois ça a été un peu compliqué, et c'est ce qui a amené parfois aussi des petites tensions, parce que... Parfois on peut être un petit peu trop vindicatif et carré en disant ouais mais non, fais pas ci, fais pas ça, et ça peut être mal pris, je le conçois parfaitement,
Surtout quand toi, tu es tout seul et que, par exemple, je prends le bête exemple d'aller filmer ou prendre des photos vraiment du noyau. En général, c'est pas bien vu, enfin, c'est pas bien pris parce que C'est pas une attraction non plus. bah voilà, c'est ça. Déjà t'es pas, enfin, on n'est pas des clowns, on est des êtres humains. Enfin, déjà il y a ça, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens après vont poster ça sur les réseaux sociaux et ce qui se rendent pas forcément compte, les gens qui font ça, c'est que surtout au niveau du noyau, qu'on connaisse parfaitement ta tête, etc. Et je parle surtout vis-à-vis d'autres groupes de supporters, d'autres équipes, où il pourrait y avoir un petit peu d'animosité. T'as peut-être pas envie que toute la Belgique connaisse ta tête. Même si on sait très bien, moi par exemple, je m'en fiche. Je m'en fiche que quelqu'un vienne me filmer ou prendre ma photo ou quoi que ce soit, parce que je sais très bien que toute la Belgique qui s'intéresse un temps soit peu au monde des tribunes, je parle bien du monde des tribunes, hein, je parle pas du foot sur le terrain, mais au monde des tribunes, ma tête elle est connue. Hein. Donc moi je le sais. Il est déjà passé dans les médias aussi. Donc, voilà, exactement, et moi je l'assume, mais je peux comprendre parfaitement que des petits jeunes, et quand je parle de petits jeunes, c'est vraiment pas péjoratif, mais des gars de allez, 17, 18 ou jusqu'à 23, 24 ans, et pas forcément envie parce que parfois, effectivement, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé, que des gars comme ça se fassent un petit peu embêter dans dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le football, simplement parce qu'ils ont été reconnus par d'autres gars. Ouais. Et donc, ça fait un petit peu cette réaction épidermique parfois. Bon, ça, c'est un truc. Autre chose qu'on a à laquelle on fait attention, mais ça, c'est pas que nous, je dirais que c'est les supporters historiques, enfin, les gens qui venaient à l'Union de façon générale le font aussi. C'est quand on entend des choses qui ne correspondent pas, c'est directement mettre un holà. Ouais. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont déjà, quand on commençait vraiment à exploser là, sur ces 3 dernières années, des amis qui ont déjà vu, par exemple, quelqu'un dire sale noir à un joueur adverse parce que d'origine africaine, et directement il se fait reprendre avec les gens tout autour de lui, et pas forcément que des boys, même des gens, je dirais des gens qui ne sont pas impliqués comme nous, et qui disent non, ça, ce genre de remarques, tu te les gardes, tu vas ailleurs, mais ici c'est pas le cas. Et nous on fait aussi très attention à ça. Même chose, une femme qui se ferait embêter dans les tribunes chez nous, à l'Union, elle peut parfaitement, et ça j'aimerais bien profiter de ton podcast pour passer le message. Si un jour une jeune fille ou une femme se fait embêter en tribune, qu'elle n'hésite pas à venir chez nous, les boys, nous le dire. Et je peux te jurer que l'histoire... pas de voilà, exactement. Que la personne qui aura fait un geste déplacé ou quoi, il n'aura pas envie de le refaire. Et c'est hyper important pour nous. Voilà quoi. Enfin, moi déjà en tant que père de 3 filles, voir des choses, des manques de respect, voilà, c'est hors de question quoi. Et puis même chose que ça soit au niveau du racisme, etc. Enfin, moi je suis un fils d'immigré en Belgique quoi. Je veux dire, normalement, si je devais écouter certains extrémistes, j'ai pas ma place en Belgique quoi. Donc forcément, jamais de ma vie je tiendrai et je cautionnerai ce genre de discours. Donc c'est important pour nous quoi, de faire attention à ça. Et je suis assez heureux et assez fier. Et là, je parle pas que des boys, je parle vraiment des supporters unionistes de façon générale. Je suis assez fier en fait que malgré le succès, malgré plein de choses, etc., on arrive encore à garder cet état d'esprit qui a toujours été de façon historique l'état d'esprit de l'Union et des supporters de l'Union. Et
Et je pense que ça va continuer. Vraiment. Enfin, moi, j'ai pas trop de... Parce que même si on voit que dans la société, la société devient, je trouve, dure, vraiment dure, moins tolérante sur certaines choses, etc. Et je trouve que nous, on arrive encore à garder, au sein de l'Union, on arrive encore à garder ce côté, comme on a dit tout à l'heure, ouvert, bienveillant. Euh, et je trouve que c'est pas une faiblesse. Même dans le monde des supporters de foot qui est parfois réputé pour un côté un peu on veut montrer les muscles, macho, tout ce qu'on veut, etc. Bah, je trouve que c'est pas une faiblesse de dire bah non, nous on n'a pas envie spécialement de rentrer dans ce délire-là et c'est pas pour ça qu'on sera des moins bons supporters et des supporters moins fervents. Au contraire, quoi. Enfin voilà. Et moi je trouve que c'est important de garder cet état d'esprit. Peut-être que certains trouveront que je suis un vieux nostalgique et que ce que je dis c'est des bêtises, mais moi c'est mon point de vue et j'ai l'impression en fait qu'une grosse majorité des supporters unionistes c'est leur point de vue et chez les boys c'est encore très très fortement aussi ce point de vue là, donc continuons sur cette voie-là. J'avais une question aussi par rapport à tous les chants qu'on entend, tous les chants bien connus, hein, ça fait maintenant des années, et puis qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, je t'aime plus que la coquine, enfin tous les chants qu'on entend à l'Union, qui sont très sympas. C'est quoi le processus de création de ces chants? Comment ça se passe? Alors bon, le processus de création, est-ce qu'il y a vraiment un processus? Il n'y a pas vraiment un processus. En fait, certains chants, c'est des chants qui sont importés d'autres tribunes, voire et souvent même d'autres pays. Ça, il faut pas se le cacher. On n'a pas réinventé la roue, quoi. Et comme j'expliquais, en fait, au sein des boys, depuis toujours et même encore à l'heure actuelle, on a pas mal de gens qui, à la base, sont supporters d'autres clubs en dehors de la Belgique. Hein, je précise bien, en dehors de la Belgique, et qui en fait ramènent des choses avec eux dans les bagages. Moi, par exemple, il y a deux chansons, donc c'est lesquelles oui, il y en a une en particulier que j'ai ramenée il y a 1 an et demi du Red Star Paris, avec leur accord. Je précise bien que j'en ai parlé d'abord à leur groupe en disant bah tiens je vais... C'est laquelle? Évidemment, maintenant là tu me poses la colle, je retombe plus. C'est ici la tribuneuse du Parc du Bain. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas celle-là. Non, attends, non, c'est Allez l'Union, allez toujours à tes côtés. Ok. Le Marien est notre maison. Ouais. Là, j'ai notre passion. Celle-là. C'est celle-là que j'ai empruntée, je dirais, au Red Star Paris. Et puis il y en a d'autres, il y en a quelques-unes, c'est des chansons qui viennent de Marseille. Par exemple, Bruxelles, ma ville, c'est une chanson à la base qui est une chanson que chantaient les supporters de l'OM. Et ça, c'est parce qu'on en a, entre autres Dylan, à l'époque, quand il était jeune, il allait voir beaucoup de matchs de l'OM et il a toujours eu une espèce de passion pour l'OM et en particulier d'un des meneurs de l'OM qui est décédé maintenant, qui s'appelle Depay. Et donc en fait c'est parfois c'est moi, parfois c'est... Enfin il y en a beaucoup, c'est des chants qui existaient, qui étaient déjà là avant que moi je reprenne. Parfois, il y a un des nouveaux chants qu'on a, c'est nos petits jeunes, comme je les appelle affectueusement. Donc c'est tous les boys qui ont entre 18 et 22 ans, je dirais, qui ont ramené. Entre autres, ici la tribuneuse du Parc du Den, celle-là, c'est eux qui l'ont ramené. Ouais. Alors que c'est basé sur une chanson de Diams, qui eux ils étaient même pas nés quand Diams avait du succès, donc c'est ça aussi qui est beau en fait dans la conception et l'idée de certains chants, mais il n'y a pas vraiment, enfin
On va pas se dire, tiens, aujourd'hui, atelier, il faut créer un chant. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, jamais. Mais c'est par exemple, c'est quelqu'un va revenir d'un voyage où il allait voir un club et il a dit, waouh, j'ai entendu ce chant-là, enfin, vraiment la rythmique est géniale et tout, et il y a vraiment moyen assez facilement de mettre des paroles qui correspondent à l'union. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas l'essayer? Et donc souvent, là où par contre on rentre dans un processus de création, je vais dire, souvent quand on a un nouveau chant, on l'essaye en déplacement d'abord. Mhm. Par exemple, on va commencer à le chanter un peu dans le bus, voir un petit peu comment le feeling. Parce que parfois, en fait, ouais, on a des idées, on le chante et on voit que ça passe pas. Ça peut arriver, ça c'est déjà arrivé, des chants où on pensait que ça allait exploser et puis dire non, quoi. Donc ça c'est une idée. Et donc commencer dans le bus, puis après forcément si on est un petit peu chaud et qu'on a trouvé ça marrant dans le bus, bah, on va commencer à le chanter dans la tribune visiteur. Alors au début les gens vont nous regarder avec des grands yeux en se disant mais qu'est-ce qui leur arrive encore les boys, enfin voilà. Et c'est petit à petit tu reviens quoi. Et à un moment si ça prend, si le chant prend, eh ben là on commence à l'amener à domicile. Et c'est comme ça, en fait, je dirais, c'est un chant, c'est un petit peu, je dirais, comme pour des parents, tu fais tes enfants, tu les éduques, tu leur donnes les armes, et puis ils deviendront ce qu'ils ont envie de devenir. Et ben, un chant, c'est un peu la même chose. Tu te dis, bah, ce chant-là, il peut être pas mal. Tu vas l'essayer, tu te rends compte que ouais, ça marche plus ou moins, et puis après, tu le laisses vivre et tu verras comment il va prendre ou pas. Et voilà un petit peu, je dirais, le processus de création, si on peut dire, mais non, il n'y a pas vraiment de processus. Euh, dire qu'il y aurait un processus, ça serait trop intellectualiser la chose et au Ça se fait final... finalement de manière plus intuitive et sur base de, voilà, de ce que les gens ramènent, Voilà. ce qu'on aime bien. Exactement, exactement. Ouais. Et je vois, enfin, amener trop d'intellectuels au milieu de tout ça, ça va quoi. Voilà, c'est plus le feeling, on va dire. Voilà, exactement. On est là pour se détendre aussi. Hein, Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tiens, je me demandais aussi, bon, bah, à la fin de chaque match, il y a toujours la communion avec les joueurs. Mhm. Euh, c'est né quand ça a commencé quand en fait, ce rituel? En fait, c'est devenu un rituel. Alors c'est devenu un rituel, ça a commencé surtout à l'époque, c'est Anthony Sadin, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment lui, donc ancien gardien de l'Union pendant des années, à l'époque où on n'était pas aussi reluisant que maintenant. Et il venait, donc il y avait, ouais, c'est lui qui a vraiment mis en place quelque chose. Mais par contre, lui, il le faisait uniquement quand on gagnait. Si on perdait ou quoi, il le faisait pas. Ouais. Il le faisait pas parce que il estimait, et les joueurs estimaient, et moi je trouvais ça bien, que ouais, on a perdu, on va quand même pas faire la fête. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que parfois nos joueurs actuels devraient... parce que comme tu dis, c'est devenu un rituel, mais j'ai un peu l'impression que c'est devenu trop quelque chose qui ne ressemble plus vraiment et qui s'impose à eux-mêmes même parfois. Mhm. Et il y a des fois, franchement, j'ai envie de leur dire, il y a des fois où, quand ils ont mal joué Oui, et qu'ils le savent... tu sens que l'enthousiasme n'y est pas parfois. Voilà, Quand ils ont perdu ou qu'ils ont mal joué, tu vois aussi la façon dont ils bougent le bras, Voilà. c'est très timide. Voilà, et là, moi, j'aurais envie de leur dire, mais le faites pas. Ouais. Le faites pas. Mais malheureusement, c'est devenu un rituel et je sais que certains supporters trouvent que oui, ça fait partie du truc. Mais moi, ouais, que boys, enfin que ultra, etc., je comprendrais parfaitement qu'un joueur ait pas envie de venir chanter Bruxelles, ma ville. Ouais. Ça veut pas dire
qui peuvent pas venir nous dire merci d'avoir été là et tout, mais le fait qu'ils disent non les gars, écoutez, eh ben, moi franchement ça me choquerait pas. Et je sais que j'ai déjà eu le débat, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais voilà quoi. Mais bon après... Oui, voilà, c'est un avis qui se tient. Je pense que, enfin, moi, ma vision là-dessus, c'est aussi peut-être le fait que les joueurs, bah, ils voient aussi, ils sentent qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, le soutien du public à l'Union est toujours là. Il y a pas de, on siffle pas, on chante, on continue de chanter. Et donc, quelque part, c'est peut-être aussi un retour qu'ils veulent donner par rapport au soutien qui est là, qui est continu, quoi. Oui, peut-être faudrait On va éventuellement... peut-être leur poser la question. Exactement, Eh bien, exactement. je vais le noter pour un prochain podcast. Voilà. J'ai encore, oui, j'ai encore quelques questions. Une question qui me turlupine déjà depuis très longtemps, c'est que la quasi-totalité du match, tu as 2 tournées au terrain. Oui. Tu es amateur, évidemment, tu es amateur de foot, tu es passionné. Donc je me dis, est-ce que c'est pas frustrant? Il y a un côté frustrant, j'imagine. Et finalement, comme tu fais comment? Tu rattrapes les matchs le soir, tu les enregistres, parce que en gros, tu vois quasiment, tu vois rien. Tu vois aucun match de l'Union. Tu y es, mais tu ne le vois pas. Oui, effectivement. Bah, il y a plusieurs points dans ta question, je dirais. Effectivement, je vois pas le match. Bon, je triche un petit peu de temps en temps, je jette un petit regard au-dessus de l'épaule, mais effectivement, sur 90 minutes de match, mis bout à bout, si je vois 4 minutes, c'est beaucoup. Je te rassure, il n'y a aucune frustration dans le fait de ne pas voir le match. Il n'y a aucune frustration. Et comme je dis, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, quoi. Et comme je dis, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais moi, je peux parfaitement dire, en vous regardant, en regardant les émotions des gens, en regardant les yeux, en regardant les réactions, en regardant la façon dont on chante, en regardant plein de choses, plein de non-verbal, je peux parfaitement dire si on joue bien ou pas. Ouais. Donc ça déjà, j'ai une partie de mon match qui est fait. Enfin, c'est comme si je regardais le match. Donc. Et par exemple, alors, chose par contre que je fais toujours avant de me retourner, c'est que je vérifie quand même toujours, que ce soit au début du match ou au début de la deuxième mi-temps, je vérifie quand même toujours dans quel sens on attaque. Ouais. Parce que c'est important justement pour m'aider à comprendre toutes les réactions que j'expliquais avant, quoi. Et en fait, le non-verbal, etc., moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'aime bien faire attention aux gens, quoi. J'aime quand on n'a pas l'impression, mais moi, je suis un grand timide, quoi. Et quand je me retrouve, et ça je l'ai toujours eu depuis gamin, quand je me retrouve dans une assemblée ou quelque part, j'ai souvent tendance à me mettre un petit peu sur le côté et à observer. Et en fait, j'ai développé cette capacité d'observer les gens. Et en fait, c'est devenu un atout dans le cadre de l'Union, quoi. Bon, effectivement, après, quand je rentre chez moi, je regarde les résumés, souvent, parce que j'ai quand même envie de voir. Mais mine de rien, même au stade, ça m'arrive assez souvent de voir le but. Parce que justement, comme je t'expliquais, comme j'arrive, quand je sais dans quel sens, comme je sais dans quel sens on attaque et que j'arrive à déceler les émotions des gens, très souvent, j'ai quand même le réflexe de regarder et de voir le but. Ça m'arrive. Je peux même te dire qu'il y a plein de fois où moi j'ai vu un but et que des gens qui regardent dans le bon sens n'ont pas vu le but, quoi. Ouais. C'est encore arrivé hier soir. Les 2 buts que l'Union a marqués, parce qu'on a marqué 2 buts, même s'il y en avait un annulé, mais j'ai vu les 2 buts. Et je sais que j'ai des potes qui n'ont pas vu les 2 buts. Donc j'arrive quand même à avoir des petits subterfuges, quoi, pour quand même voir un petit peu du match, même en live. Mais en fait, c'est devenu une habitude.
C'est devenu une habitude et c'est pas du tout, une frustration. Et je peux parfaitement comprendre que pour quelqu'un qui s'est jamais retrouvé dans cette position-là, peut se dire mais qu'est-ce qui fait ce mec à venir se voir tous ces matchs, à faire des déplacements, maintenant des déplacements européens, et à jamais regarder le match. Il est débile ce gars. Je peux parfaitement le comprendre, mais voilà, moi c'est ma façon de vivre la chose. Et je vais même plus loin. Dernièrement, je suis allé voir Angleterre-Grèce à Wembley. Et là, j'étais pas dans mon cadre où c'est moi qui dois animer et tout. Et même si le match était très chouette parce que la Grèce jouait vraiment bien et tout, eh ben, le fait de regarder tout le match, ouais, je trouvais pas ça aussi passionnant et je me suis rendu compte que ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le match de me retourner pour un petit peu voir la tribune et pour voir comment les supporters grecs réagissaient. Ça m'est arrivé. Et donc en fait maintenant je me rends compte, moi c'est devenu une habitude euh, de plus voir un match quoi. Ouais. Et ça me dérange pas plus que ça. Et en fait, c'est peut-être aussi. J'ai vu tellement de matchs dans ma vie. Enfin, je suis tellement un passionné de foot. Je suis vraiment un vrai passionné de foot. Hein. J'ai vu tellement de matchs dans ma vie que c'est comme si mon cerveau arrivait à refaire les phases de jeu, quoi. Et donc, en fait, le fait de regarder tout le match ou pas. Et puis, avant que je sois dans la position dans laquelle j'étais, je voyais pas forcément plus de matchs, hein, parce que j'allais à gauche, à droite, je discutais avec des potes, je chantais, j'allais chercher des bières et tout. Et au final, je ratais aussi beaucoup de morceaux de matchs. Ouais. Donc, moi, de toute façon, je dis toujours, si tu veux vraiment voir un match, c'est pas au stade que tu dois venir. Hein. Non, c'est clair. Enfin, si tu veux vraiment voir un match, tu le regardes de chez toi, bien dans sûr. ton Et canapé. Là, tu verras bien. Oui, bien sûr. Voilà. C'est clair que aller au stade, c'est plus une expérience globale, on va dire, Voilà. que juste l'aspect footballistique. Exactement, Ouais, exactement. c'est Et donc c'est pour ça que moi, ouais, je préfère et je m'amuse beaucoup plus. Et c'est aussi pour ça que je regarde très peu de matchs à la télé. J'aime pas trop regarder des matchs à la télé. Moi, je suis un passionné de foot et d'ambiance de foot. Moi, ma vraie passion, c'est ça, en fait. Je m'en suis rendu compte. Bon, il m'a fallu des années pour comprendre ça, mais ce qui est ma vraie passion dans le football, bon, déjà, c'est le jeu, etc., mais c'est vraiment tous les à côté, quoi. Tout le côté échange, tout le côté atmosphère, ambiance, etc. Et en fait, aller au stade, c'est retrouver ça. Et tu vas pas forcément voir le match, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des fois, tu te retrouves dans des stades, où, surtout je parle quand tu es en section visiteur, où tu es au troisième étage d'un stade de 80 000 places. Est-ce qu'on voit vraiment le match? Même si je regarde dans le bon sens, est-ce que je vois vraiment le match? Non, quoi. Mais voilà, quoi. Donc c'est pour ça que ma position, oui, effectivement, je ne vois pas, enfin, je vois pas le match. Oui, Non, je mais fais, par contre, je fais deux matchs. tu vis le match. On peut Voilà. dire que tu vis le match. Tu Et ne le voilà. vois pas, mais tu le vis. Exactement. Ouais. Et au final, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Ouais. D'être en tribune, c'est de vivre le match. Comme je disais tout à l'heure, d'être acteur et vraiment actif. Que ce soit par tes chants, par des chorégraphies, par le fait de sauter, de montrer ta joie, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Et voilà, quoi. Donc, le fait d'avoir le dos tourné à l'action, oui. Enfin, c'est impactant visuellement pour les gens, mais pour moi, ça change pas grand-chose sur mon expérience, en fait. Sur mon expérience de stade, quoi. Parce que, déjà, comme je te dis, déjà avant, mine de rien, il y avait plein de fois où je voyais 50 minutes sur tout le match, quoi. Donc, bon, bah voilà, j'ai diminué de 50 à 4 minutes. Voilà. En parlant de stade, on a déjà, il y avait beaucoup d'encre qui a coulé par rapport au nouveau stade. Bon, je vais pas aborder, je dirais, le côté politique de la chose, mais je voulais un peu avoir déjà,
par rapport à ton rôle chez les Boys en tant que groupe de supporters qui est quand même le plus actif, je dirais, vocalement. On parlait tout à l'heure de l'ambiance. Comment tu vois, admettons que voilà, le nouveau stade est là. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça, par rapport à un déménagement? Est-ce que, deuxième question, sous-question, est-ce que quelque part vous êtes en communication, vous êtes consulté par le club pour justement réfléchir ensemble à un stade qui correspond, je dirais, à ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas en termes d'ambiance Mhm. Bah, déménagement, moi, à partir du moment où on déménage pour rester près de là où on est, ouais, ça me dérange pas trop. Mais c'est important, le territoire, l'endroit où on est. Par exemple, parce que j'avais entendu enfin, des discussions, etc. Il y avait enfin, à un moment, j'avais entendu, ah, peut-être, tiens, si ça se fait pas à Forêt, pourquoi pas aller le faire à Sint-Pietersloo, qui est juste en face. Ben, moi, ça me dérangerait, quoi, par ouais, exemple, parce que pour moi, déjà, c'est plus Bruxelles. Donc, un déménagement, pour qu'il y ait déménagement, il faut qu'il y ait déménagement, mais quelque chose qui reste encore, comment dire, lié à notre histoire. mhm, Déjà, le fait d'être du bon côté du canal, ouais, déjà ça, quoi. ouais, ouais. Je dis bon côté du canal parce que forcément c'est de notre côté. Nos amis du nord de Bruxelles diraient forcément que c'est eux le bon côté, mais bon, être de notre côté du canal, déjà ça c'est déjà hyper important. Deuxième chose, rester Bruxelles. Ça c'est, enfin, moi si on me dit ouais on va construire un nouveau stade de l'Union qui sera super, mais où on va tout respecter, machin et tout, vos demandes, etc. Mais il sera à Saint-Petersburg, c'est un no-go quoi pour moi. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait, perdre ça, c'est perdre ton âme, quoi. Et beaucoup de gens viennent à l'Union, alors pour l'ambiance, machin et tout, mais aussi parce qu'il y a ce côté bruxellois, ce côté et bruxellois et sud de Bruxelles, quoi. Enfin, au sud, au centre, historiquement, les Marolles. Enfin, je veux dire, c'est important, quoi, et il faut pas négliger ça. Donc, pour moi, un déménagement, il faut que ça respecte certains critères, et ces critères-là, pour moi, sont des critères non négociables. Mhm. Si par exemple, parce qu'il y avait aussi des gens qui émettaient la possibilité, ah bah tiens, je sais pas moi, reprendre l'emplacement du stade Roi-Baudouin et reconstruire un stade et on pourrait dire que c'est le stade de l'Union. Bah non, quoi. Enfin, je veux dire, non. Et on l'a encore vu là maintenant cette année quand on va au Roi-Baudouin pour la Coupe d'Europe. C'est pas chez nous. Alors c'est très bien, c'est très chouette, on est accueillis, on est bien accueillis, les infrastructures sont plus confortables que le parc du Den, et ça faut pas se mentir, c'est vrai, mais c'est pas chez nous quoi. C'est pas chez nous, et c'est important, c'est très important quoi. En ce qui considère, ta deuxième partie, c'était par rapport consultation avec le Consultation club. avec le club. Alors pour l'instant, non, il y en a pas vraiment parce que malheureusement, ça avance pas. Ouais, Ça avance pas. On espérait éventuellement qu'avec les élections du mois d'octobre, on allait voir quelque chose qui avançait, mais c'est mal parti. c'est très mal parti. Ouais. Je peux vous garantir que c'est mal parti ou que si ça prend une décision, ça va prendre des plombes. D'ailleurs, voilà, j'en profite aussi pour dire que peut-être qu'à un moment, il va falloir que nous, en tant qu'unionistes, supporters, il va falloir, je pense, à un moment aussi un petit peu mettre notre grain de sel dans l'histoire et montrer que c'est important, comme je disais, c'est important pour nous de rester sur Forêt. Quoi qu'en pense le monde politique, et rappeler aussi à certains politiciens forestois que quand il s'agit de venir pavaner
à l'Union, quand l'Union fonctionne bien, quand on joue en Coupe d'Europe, des grandes affiches contre Liverpool et tout, là, ils sont tous là, quoi. Mais quand on demande de prendre une décision, ah mais non, ah mais ceci, ah mais on sait pas. Non, à un moment, faut trancher, quoi. Ouais. Enfin, faut trancher et il faut arrêter de jouer avec les pieds des gens, quoi. Parce que ils se rendent peut-être pas compte, mais ils ont vraiment dans leurs mains l'avenir d'un club de football. Parce que, moi je vous le garantis, hein, euh, s'il n'y a pas de perspective de nouveau stade, les Anglais, ils vont partir. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. C'est pas des mécènes. Hein. Ils sont là pour faire du business. Et malheureusement, notre stade actuel, on est arrivé aux limites. On est aux limites de l'évolution du club et ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont vraiment cette volonté et ils l'ont prouvé. Enfin, ils ont envie d'investir. Mais s'il n'y a pas de projet de nouveau stade, ils vont partir. Alors on me dira, ouais, mais c'est pas grave, on en trouvera un autre. On ne trouvera personne d'autre. Hein. Quel investisseur un peu sérieux, en sachant qu'il n'y a pas de possibilité de rénover ton stade actuel, en sachant que tu n'as pas de projet d'un autre stade pour moderniser et tout, quel investisseur sérieux qui a de l'argent va venir mettre de l'argent dans l'Union? Personne, parce que ce ne sera pas un modèle économique viable. Voilà. Et en plus, bon, aujourd'hui, il est viable. Quelque part, il est viable parce ils peuvent se reposer sur leur système de data et autres qui fait qu'ils revendent chaque année qu'une plus-value. Mais tu mets quelqu'un d'autre à la place qui n'a pas cet outil, voilà, ce sera Tout à nettement moins profitable comme projet. Hein. L'outil et le succès sportif aussi. Ouais. Faut pas l'oublier. Parce que l'outil est super, mais si ça fonctionnait pas sportivement, les joueurs ne seraient pas mis en vitrine comme ils sont mis en vitrine. Donc on n'arriverait pas à les vendre 25 millions, 20 millions ou 15 millions, que sais-je. Et donc économiquement, on serait aussi... parce que ce qu'on oublie et tout, on a beau avoir un stade qui est à guichet fermé tous les matchs à domicile, ça ne suffit pas. Mmh. L'Union s'en sort économiquement parce qu'elle fait des très belles ventes de joueurs. Tout à fait. Ouais. Si on enlève ça, ça va commencer à devenir compliqué financièrement. Et voilà, et donc il faut se mettre ça en tête, même si pour moi, j'adore le stade, et comme j'ai expliqué, le stade actuel, le Marien, a vraiment fait, pour moi et pour plein d'autres supporters, on fait le fait qu'on est devenu passionné de ce club. On doit être, logique, etc. On est rentré dans l'ère du football professionnel, etc. Et on est obligé, si on veut continuer à survivre, on est obligé de s'armer. Et s'armer, ça veut dire un stade. Un stade qui corresponde à certaines normes, qu'on puisse jouer en Coupe d'Europe chez nous. C'est hyper important. Parce que même les saisons précédentes, si on avait eu la chance de jouer dans un stade qui nous correspondait, et je prends comme exemple les matchs qu'on a vécus à Louvain. Ouais. Les matchs qu'on a vécus à Louvain, mais c'était juste incroyable. Parce qu'à Louvain, malgré qu'on n'était pas à Bruxelles, on avait l'impression plus ou moins d'être chez nous. Contrairement à Anderlecht et au Roi-Baudouin, où on sent que, voilà, à Anderlecht, on n'est pas chez nous. Et voilà, quoi. Moi, je serais supporter d'Anderlecht, ça m'aurait aussi énervé de voir les unionistes débarquer. C'est normal, quoi. C'est normal, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un stade, c'est ton territoire, ça correspond à ton image, etc. Ouais. Enfin, c'est ta maison, quoi. Ton identité, quelque part. Exactement, totalement, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper important de faire un nouveau stade. Alors, ce qui me rassure, c'est que en tout cas, le projet que j'ai vu du nouveau stade, ça serait en fait un Marien modernisé, mais qui serait juste pas
sur l'emplacement de notre stade actuel, mais ça serait un Marien modernisé, donc garder cette tribune Est. Donc ils ont, dans le projet que j'ai vu, c'est vraiment, leur truc, c'est de garder cette spécificité d'avoir une tribune latérale debout, alors qu'il sera évidemment aménagé pour que quand tu joues en Coupe d'Europe, il y ait soi-disant des sièges. Oui. Oui. Voilà, mais tu sais très bien qu'on sera quand même debout, mais officiellement, tu auras des sièges. Donc garder cette spécificité-là, garder un écrin, donc un terrain à taille humaine. Je crois que c'était 15 ou 16 000 personnes, un truc dans le style, quoi, le projet. Ce qui nous correspond. Je veux dire, faut pas avoir la folie des grandeurs et construire un stade de 30 000 places. Non. C'est pour se retrouver comme le Cercle dans quelques années au Jan Bredel, où ils sont 3000 dans un stade qui sonne complètement creux. Il n'y a aucun intérêt. Alors qu'un stade à 15 000, si tu es 6 000 dedans, tu arrives quand même encore à vivre une expérience intéressante, quoi. Et donc, non, il n'y a pas de lien direct avec le club, mais je sais que ils sont à l'écoute quand même. Je sais que quand ils ont travaillé sur leur projet, il y avait quelques trucs que nous, les boys, mais je pense aussi aux fidèles et d'autres supporters qui ne sont pas apparentés à des clubs de supporters, mais qui ont voix, etc., auprès de la direction. Et ils sont à l'écoute. Et pour eux, je sais que c'est très important que ok, on va peut-être faire un autre stade, mais le Marien continuera à exister et continuera à être utilisé et continuera à être l'image de l'Union. Ça, je sais que j'en avais discuté avec Muzio. Il avait dit c'est important, non, c'est important. Et donc le projet, ça serait quand même de continuer à garder les bureaux, etc. Ou quand il y a un nouveau joueur qui signe, il signe au Marien. C'est faire jouer l'équipe féminine au Marien, c'est faire jouer l'équipe B de l'Union, les U23. Les U23, c'est les faire jouer au Marien. Et donc en fait, c'est aussi le fait d'avoir un nouveau stade, c'est aussi proposer à notre équipe féminine et notre équipe U23 d'avoir un terrain et une maison, parce que eux, il ne faut pas oublier, pour l'instant... Ils sont exilés, là, ils jouent au Léopold, les U23, ils jouent au Léopold, à Uccle. Voilà. Ouais. Les filles, elles jouent... Au Barca, peut-être, non, elles jouent Rubemt. Rubemt, il y a un terrain synthétique, là où il y a une partie de l'école des jeunes de l'Union qui travaille, parce que l'école des jeunes, il y a une partie qui s'entraîne au Barca, mais une partie qui s'entraîne là, Rubemt. Mais donc voilà, c'est des équipes qui sont trimballées à gauche et à droite, et en fait, si on veut créer quelque chose de sérieux au niveau des féminines, et je sais que c'est la volonté d'Alex Mizio, je le sais, il l'a déjà dit, il veut développer le football féminin, et pour lui c'est important d'avoir une équipe A de l'Union forte, mais aussi une équipe première des femmes forte, et je sais qu'à terme il vise même la première division belge avec les féminines. Simplement pour l'instant ils n'ont pas mis tout ça en route parce qu'il y a ce problème de terrain. Mais donc le Marien, parce que souvent, des gens nous disent « Ah, mais bon, si on déménage, il n'y aura plus l'expérience Marien. » Ben si, il y aura encore l'expérience Marien, c'est-à-dire que tu as envie de vivre encore ça. Tu pourras aller voir les féminines, qui seront une équipe fanion, et tu pourras aller voir les espoirs, qui, en fait, seront peut-être tes futurs joueurs que tu verras dans l'équipe A. Ouais. Donc pour moi, si on respecte certaines choses, il n'y a que du bénéfice d'avoir un nouveau stade. Et en plus, c'est d'un point de vue viabilité du club, on est obligé de passer par là. Et ceux qui nous disent le contraire sont des menteurs. Je l'annonce là haut et fort, et je pense entre autres à certains politiciens ou certains réfractaires de Forêt pour ce nouveau stade, et qui disent oui mais non, mais l'Union peut continuer là, ou alors, grande idée aussi que j'avais entendue, ah oui, mais ça serait bien de faire un stade rationalisé pour l'Union et Anderlecht.
Et j'ai envie de dire, mais non. Ça, c'est des gens qui sont très loin de la réalité. Hein. Oui, et qui ne comprennent pas, et qui prennent comme exemple des mauvais exemples du football. Ils prennent comme exemple, par exemple, Milan, en disant « Ah, mais regardez, le Milan AC et l'Inter jouent dans le même stade. » Oui, enfin, la seule différence, c'est que le Milan AC et l'Inter ont toujours joué dans le même stade. C'est pas qu'ils étaient dans 2 stades différents et qu'on les a réunis, c'est qu'ils ont toujours été dans le même stade. Et voilà, il y a certaines choses qui... Voilà, il y a certaines réalités, et voilà, je m'en porte peut-être un petit peu là, mais j'ai envie de dire, voilà, il serait temps, en tant que responsable politique, de prendre des décisions. Je veux dire, quand on rentre en politique, on y rentre pour prendre des décisions, qu'on le veuille ou non. Ouais. Donc, il faut prendre une décision, qu'elle soit positive ou négative pour nous, peu importe, mais il faut prendre une décision à un moment. Et arrêter de toujours botter en touche en disant « Ah ouais, mais il manque ceci. Ah ouais, mais il manque cela. Ah, mais on ne sait pas. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. » Arrêtons, quoi. Arrêtons, s'il vous plaît, quoi. Enfin, et en plus, on sait très bien comment c'est à Bruxelles pour construire quelque chose de nouveau. Alors, donc, si c'est déjà compliqué de peut-être éventuellement penser de nous vendre le terrain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, espérons qu'il y ait une issue favorable pour le dossier du stade. Mais voilà, donc on arrive à la fin de l'entretien. Moi, je voulais en tout cas te remercier infiniment pour cet entretien qui était super intéressant. Tu as partagé ta passion et c'est ça qui est important finalement. Et voilà, donc un grand merci. Je ne sais pas si tu voulais encore un petit mot de conclusion, un dernier message à passer. Un mot de conclusion, déjà merci beaucoup. C'était très agréable comme entretien. Je n'ai pas vu le temps passer, donc désolé si j'ai été un petit peu long par moment. Et sinon, espérons le meilleur pour l'Union, pour l'avenir. Et voilà quoi. Merci beaucoup Costas, et à bientôt. Merci.